Bonjour tout le monde. Ceux qui écoutent le podcast là, sur YouTube, les plateformes de streaming, là, abonnez-vous à la chaîne. C'est important, là. Bon, ben, vu qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui lead ça, cette affaire-là, je vais me sacrifier pour une fois. Fait que bienvenue dans le trio économique qui va se transformer normalement, si tout se passe bien, vers la fin. En quatuor! En quatuor. J'aimerais ça que ça soit quintette, on dirait que c'est plus beau à dire, mais on va se garder en quatuor, là. Fait que c'est ça. Fait que restez connectés jusqu'à la fin, parce que normalement, notre ami Renaud Brossard de la Fédération canadienne des contribuables va se joindre à nous. L'homme aux 72 000 fonctionnaires engagés depuis 2018. Ouais, ils ont sorti une autre affaire aussi que je trouverais cool qu'ils nous parlent, c'est la cérémonie annuelle des prix Teddy, où ils donnent des prix à toutes les dépenses gouvernementales les plus stupides. Ça c'est une face de cochon, genre? Ouais, hein, c'est un exact. cochon en or. Exact. Il y en a quelques-unes assez saucées, là, notamment. En tout cas, je ne veux pas brûler de punch, là, mais quand même assez spectaculaire, là, ce truc-là. Je sais pas si je serais fier d'être nominé dans ce truc-là, là, mais en tout cas, je sais pas, il y a certaines nominations qui sont des consécrations. Il y en a d'autres, c'est plutôt honteux. Là, mais en tout cas, bref, on va y laisser jaser de ça, peut-être plus vers la fin du podcast. Fait que, ben, c'est ça, avant de rentrer dans un sujet, là, même si d'habitude, ça prend tout le temps 1 heure et demie avant qu'on commence à parler de ce qu'on veut, ben, juste dire que les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas sur Patreon, qui nous écoutent sur Spotify, Apple, ça, vous avez la possibilité de laisser une note au podcast. Donc ça, c'est super apprécié si vous le faites, parce que ça permet aux gens de nous trouver plus facilement. Plus il y a de notes, plus ils nous trouvent. Oui, puis c'est sur Apple, là, les gens qui font partie de la secte, là, mettez-en un peu plus. On a un que 18. Là. Je trouve pas ça acceptable. On a 50 sur Spotify, mais les gens de la secte à Apple, je les trouve tranquilles sur les notes. Un peu. Apple, ouais, Apple, c'est ça. C'est Apple, mais il y a moins de monde qui écoute sur Apple, honnêtement. Oui, c'est vrai. Quand tu regardes ce qui est un peu plate, vu que Apple, c'est la meilleure plateforme pour les stats là, qui se connectent avec d'autres affaires. Spotify, ils sont un peu spéciales là-dessus. Là. C'est comme compliqué d'avoir toutes les données. Là. Mais c'est ça. Fait que si vous pouvez le faire, faites-le. Ou encore mieux, écoutez-nous sur Patreon ou sur YouTube. Parce qu'il y en a qui font les deux. Hein. Il y en a qui se tapent le truc 2 fois. Des fois, ils commencent par l'audio. Après ça, ils ont toujours comme l'espoir que Vincent va avoir du linge spécial ou quelque chose. Là. Ouais, mais là, il y a un V-neck aujourd'hui. Fait que je pense que les stats YouTube vont être vraiment moches. Puis tout le monde va se sauver sur l'audio. Hey, sérieux, je suis sûr que nos stats YouTube vont être dégueulasses dans ce podcast-là. Ben, c'est ça. Tout ça à cause du V-neck à Vincent. Faudrait pas qu'il passe son micro, ça en cache beaucoup, c'est parfait quand c'est le même. Laisse-les bien alignés comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais on travaille aussi, là, je dis on travaille, c'est pas nous autres, là, c'est plus la plateforme de Patreon qui travaille pour qu'on puisse mettre plus facilement les vidéos. Parce qu'en fait, on peut les mettre, les vidéos. C'est juste que les gens qui utilisent l'app les voient pas. C'est ça qui est. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on peut mettre le lien, mettons, YouTube, on peut mettre un lien sécurisé, puis les gens vont le voir, mais si tu rentres le RSS dans ton truc Apple, tu vois juste les audios. Les vidéos, tu les verras jamais. Fait que là, je vais recevoir plein d'emails. J'ai pas reçu de podcast. Ben, c'est ça. Fait que là, je sais que Patreon travaille là-dessus pour qu'on puisse vous mettre aussi les vidéos, puis ça va apparaître dans vos plateformes, ou en tout cas, au moins sur l'app de Patreon. Fait que à suivre, comme on dit. Fait que, bon, ben, on commence avec quoi, là? Moi, j'ai 4 minutes que je parle en ligne, c'est plus que d'habitude, ça. Ouais, on commence à être tanné de t'entendre. Ouais, ben, c'est ça que je me disais. Moi-même, je suis tanné de m'entendre. Fait que. Go, Vincent, les 15 prochaines sont à toi. Ouais, c'est ça. Bon, Vincent, qu'est-ce qu'il boit, Vincent? C'est-tu du cognac qu'il y a là-dedans? Ou... Non, c'est vraiment du café. Ce matin, j'ai pas pris mon café, puis je suis rendu au stade de ma vie où
je bois tellement de café que si j'en prends pas un le matin, j'ai un mal de tête toute le reste de la journée. Fait que là, je me suis permis de prendre un café de plus cet après-midi. Ça parlait pas de ça, Yann, dans le livre que tu avais lu maintenant là, sur la caféine. Hein? Genre que c'était comme de quoi de vraiment insidieux. Puis maintenant, tu es comme toujours à la recherche de la sensation que tu as vécue lors de ton premier café. Là. Ce qui est une sensation que tout le monde qui étudie à l'université ou travaille là comprend. Parce moi, ma première expérience avec la caféine, c'est pas du café, puis évidemment, c'est pas les Red Bull, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. C'est vraiment un examen de maths que j'avais pas étudié au cégep. Puis, je me suis ramassé au dépanneur, puis là, je cognais des clous, puis il fallait vraiment que j'avance mes affaires, ça n'avait pas de bon sens. J'étais sacrément pas prêt. Fait que j'ai été au dépanneur, puis j'ai acheté du Pepsi bleu. J'ai vu qu'il y avait de la caféine là-dedans. Je me suis claqué un 2 litres pendant la nuit. J'ai étudié mon examen. J'ai étudié toute la nuit. L'examen était comme à 8 heures le lendemain, mais j'ai pas dormi. Je me suis pointé à l'examen. Puis ça a bien été. Ça a bien été. Vive le Pepsi bleu. Ma première expérience avec la caféine. Puis après ça, j'ai commencé à boire du café. Parce que la solution aurait été vraiment plus simple au cégep, honnêtement. Juste baisser la consommation d'alcool. Mais je trouvais ça plus simple d'augmenter la consommation de caféine à la place. Seems reasonable. Ouais, c'est ça. On a tous commencé comme ça, j'ai l'impression. Oui, il y a toujours une histoire de même, hein, quelque part, sur la consommation d'alcool et de café. Ouais, ben la fin, c'est que c'est insidieux, le café, parce que c'est comme n'importe quelle drogue. À un moment donné, t'en prends, puis après, ben, comme ça me fait plus rien, fait que je vais en prendre un autre. Puis après, t'en prends un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, t'es comme, bon, ben, me semble que je serais dû pour boire de quoi. Bon, je vais aller me faire un autre allongé. Finalement, c'est pas super bon. Moi, c'est rendu que j'aime tellement boire du café en travaillant. Puis à cause qu'on nous enferme dans nos maisons, je suis beaucoup moins dans sa route que j'étais. Puis que les gens ont appris à dealer avec les outils technologiques. Fait qu'en termes de productivité pour ma business, ça a été incroyable. C'est vraiment efficace, cette productivité-là. Mais ça fait aussi que je passe ma vie dans ma maison ou presque. Fait que j'ai augmenté énormément ma consommation de café. Mais juste pour le plaisir de boire un café, non pas pour me garder wake up. Fait que là, c'est rendu que je coupe mon café. Je me suis acheté une canne de décaféiné, puis une canne de café. Puis là, à cette heure, c'est 2 cuillères de chaque. Fait que comme ça, ma carafe peut être plus grosse, puis je peux en boire plus, sans me mettre à courir ses murs, puis à me mettre ma vie en danger. Vincent, lui, quand il voit ça, il fait plein de calculs. Il dit, bon, OK, là, si je fais une loi de telle affaire, ça... Puis là, j'ai un graphique ici. À partir de la date où j'ai changé ma sorte de café, tu vois, la courbe s'est inversée. Puis là, si on met ça en parallèle avec l'autre affaire. On parle du sujet, là, au lieu de ouais, mais justement, je m'en allais faire une superbe transition avant que tu c'est pas notre faute, c'était grumpy aujourd'hui. Je m'en allais dire que la consommation de café, ça augmente de manière insidieuse comme celle de la taille de l'État. Tu vois, là, vu que j'ai comme dit que c'était ça ma transition, j'ai comme scrappé le concept un peu. Là. Mais ouais, c'est ça, c'est un affaire que je vous ai envoyé du Fraser Institute, là, que pas mal tout le monde connaît. D'ailleurs, c'est tellement célèbre que même Christian Dubé maintenant en parle dans ses conférences de presse. Fait que c'était peut-être la dernière semaine que moi j'allais en parler d'abord. Christian Dubé a parlé des trucs du Fraser? Ouais, ben il a fait une genre de conférence sur son espèce de plan tout croche pour refaire la santé. Là. Puis un moment donné, ouais, c'est ça, sa napkin. Puis à un moment donné, il parle du Fraser. Mais j'ai été surpris parce qu'en plus, le rapport Fraser, il est vraiment pas terrible pour le Québec. Là. Puis il disait dedans, genre, on veut s'inspirer de la Suisse, genre qui a quand même des grosses dépenses en santé, mais qui score beaucoup dans plein d'autres secteurs, puis blablabla. J'étais comme, OK, bon. Puis là, il a textuellement dit, vous avez vu dans mon rapport, on parle du truc du Fraser. Ce qui émet de discuter, c'est à quel point la Suisse permet un secteur privé concurrentiel d'exister. Si je me souviens bien, parce que bon, ma connaissance de la Suisse est absolument zéro sur leur système de santé, à part ce que Brian Breguet m'avait enseigné, qui est un économiste que j'appelle un économiste français, mais en réalité, il est suisse. C'est juste ça le fait chier quand on dit qu'il est français. Fait que je dis toujours que c'est un économiste C'est pas français. Généreux, ça. Non, c'est pas généreux, mais Brian, écoute, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars qui fait 5 pieds 1. C'est un petit court. C'est un bon diable. Mais c'est le fun de dire que c'est un grand économiste français. ça le fait vraiment... En tout cas, lui, ce qu'il m'expliquait, si je me souviens bien, puis là, je peux peut-être faire une erreur, c'est qu'en Suisse, tu as un panier de base pour lequel
tu es 100% assuré. Il y a du financement public pour ce panier de base-là, mais tu choisis ton assureur. Tu peux t'assurer sur ce que tu veux au-delà de ce panier de base-là. Et la provision des soins est largement privée. Il y a des hôpitaux publics, mais il y a beaucoup de provision qui est faite par le secteur privé. Tu sais, comme au Québec, si on appliquait ça, c'est drôle comment la CAQ ne parle pas de ça. non, la CAQ. Au Québec, on serait obligé d'avoir du public. Faites juste penser à l'Abitibi-Témiscamingue, au Bas-Saint-Laurent, des places comme ça. Je veux dire, tu peux pas avoir de compétition dans des endroits comme ceux-là pour des soins de santé. Fait que c'est... Ben, Vincent, c'est parce que tu présumes qu'il n'y aurait pas d'innovation. Non, mais c'est pas peuplé beaucoup, là. Non, écoute, je suis pas convaincu. Premièrement, il faut que tu fasses la distinction de plusieurs types de soins. Les soins, généralement, qui sont des soins de long terme, généralement, tu peux te déplacer vers un autre endroit. Des hôpitaux médicaux, ça existe dans d'autres pays. Après ça, pour les services pour des consultations, des diagnostics, tu peux effectivement aller aussi dans d'autres régions. Pour les services de première ligne, pour avoir un paquet d'innovations. Oui, mais c'est sûr que tu vas avoir un service. C'est sûr que tu vas avoir un service de proximité déficitaire public dans les régions éloignées. Là. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr de ça parce que je regarde juste la popularité que la télémédecine a eue pendant la pandémie, un peu par obligation, mais aussi par le fait que, en fait, je reformule. On sait que la télémédecine est devenue hyper populaire. Mais c'est pas comme si les médecins ne savaient pas que ça existait avant. C'est juste que là, les gouvernements... Ça prenait l'état d'urgence pour l'avoir, Vincent. Pour casser un peu l'inertie de l'État, mais il y en avait de la télémédecine qui se faisait en quantité phénoménale. Imagine la quantité de télémédecine qu'il y aurait eu pré-COVID si ça n'avait pas été... Si, disons, le secteur avait eu plus d'entrepreneurship privé. Oui, je suis d'accord que tu n'aurais peut-être pas autant de cliniques au coin de la rue que tu aurais genre dans des grandes villes. Mais je pense pas que ça serait un service si déficitaire que ça relativement à la situation actuelle. Je serais quand même sûr de dire qu'au net, les gens dans les villes gagneraient beaucoup plus que les gens dans les régions. Mais je suis pas mal sûr que les gens dans les régions aussi gagneraient en service. C'est ça mon point, c'est que tout ce que tu aurais, c'est un différentiel d'à quel point tu gagnes. Oui, non, ce que je voulais dire, c'était... en fait, je pense qu'on ne pourrait pas éviter d'avoir une portion publique qui, en soi, n'est pas grave quand elle est mise en compétition. Là. Dans le sens que, moi, je pense qu'effectivement, il y a des régions pour avoir un service minimal de par la petitesse, de la densité de la population. On aurait probablement des services publics dans ces régions-là. Mais évidemment, moindrement que tu arrives proche des grands centres, tu es dans une situation où le niveau de compétition serait suffisant puis tu aurais énormément de privés là, à ce moment-là. Mais la clé de la base, c'est un peu la clé de l'équation. Puis ça, c'est le bout que les gens ne comprennent jamais. Quand on parle du système de santé québécois, le problème, c'est pas tant qu'il soit public qu'il est monopolistique. La réalité, c'est que dans un système concurrentiel, le public peut évoluer dans ce système-là. On le vit avec le milieu de l'éducation. Le système d'éducation est moins magané que le système de santé parce qu'il y a une concurrence au niveau de l'école publique. C'est de ce rapport-là qu'il parle, que Dubé parlait là, sur la taille des dépenses en pourcentage de PIB là, dans les systèmes de santé. Puis moi, en fait, ce qui me faisait peur, c'est qu'ils retiennent juste ce premier point-là ici, que la Suisse dépense plus que le Canada en matière de santé. Fait que finalement, il n'y a rien du reste qui change. Là. Mais bref, il parlait de la Suisse là-dedans, puis il parlait du Fraser. Ouais, mais tu sais, il faut aussi souligner, juste pour voir, là, juste comme ça, Switzerland GDP per capita. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est important là-dedans. Ouais, puis ça, c'est un... 86 000 US. Hein? Québec, 52 000 Canadiens. What? Donc, non, c'est... 86 versus... La Suisse, c'est un pays riche, là. Les gens, je m'excuse, mais tu y vas. Écoute, juste te donner une idée. Écoute, notre PIB moyen par personne, c'est 42 000, les Suisses, 86 000. Je m'excuse, mais si tu fais juste l'essentiel, le point essentiel, que la santé, c'est un bien de luxe, que plus tu es riche, plus tu dépasses une proportion élevée de ton revenu dessus. Mm-hmm. Hey, 86 000, 42, 86 000, 42. Les Suisses sont 2 fois plus riches que nous autres.
En moyenne. Écoute, j'ai vraiment juste fait un Google rapide. Peut-être que ça serait différent si je fais l'ajustement en PPP, là, en Purchasing Power Parities. Mais je veux dire, même si... je suis pas mal sûr que même si je tiens compte de la parité des pouvoirs d'achat, genre l'équivalent de l'index Big Mac là, pour tout le monde, Ouais. 50% sûr que peut-être c'est peut-être pas le double plus riche, mais c'est peut-être 50% plus riche. Je te dirais que notre Big Mac s'en vient cher en sacrifice au Québec. 6,5 $, Sherlock. Écoute, mettons une chose de côté, sinon on va continuer d'aller dans d'autres sujets. Mais tu sais, Dubé, il a vraiment choisi sa comparaison pour avoir l'air de dire quelque chose. Puis il n'y a aucun journaliste qui a cliqué, qui s'est dit dans sa tête ce que nous, on vient de se dire. Je suis convaincu que dans la conférence de presse, il n'y en a aucun qui s'est dit, excuse-moi, la Suisse, c'est 1,5, peut-être deux fois plus riche que le Québec. C'est sûr qu'ils vont dépenser tellement plus sur la santé, puisque la santé, c'est un bien normal supérieur. Mais ce qui me fait capoter un peu... Je peux te les résumer les questions, excusez, mais je peux te les résumer les questions. La très grande majorité, c'était des questions du genre « Ouais, vous avez dit qu'il n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire. Comment vous allez faire concrètement? » Ouais, c'est une excellente question. Je suis vraiment content que vous me la posiez. Puis là, c'est comme ça. Pendant la moitié de la réponse, il dit qu'il est content de s'être fait poser la question. Puis pendant la deuxième moitié, quand tu dis ça, moi, je m'excuse, mais moi, quand on a des séminaires, je dis « Thank you for that really good question. » Une fois sur deux, c'est parce que je crois vraiment pas ce que je viens de dire. L'autre fois sur deux, c'est parce que je suis vraiment... Ouais, non, ça, c'est un point que je suis au courant. Mais quand je dis, tu sais, tu dis ça de manière mécanique, ça veut dire j'achète du temps ou tu me fais chier, j'ai pas envie de te parler. C'est ça les deux. C'est ça que ça veut dire. Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on... Je comprends pourquoi ils le font, mais je comprends pas pourquoi on leur donne pas de la merde pour faire ça. Le graphique que tu mettais, Frank, là, il est quand même assez important parce que dans la tête des gens, là, le système de santé canadien, le système de santé américain surtout, parce que c'est tout le temps à lui qu'on vient. En fait, il y a un nationalisme identitaire très fort au Canada, pas Québec, Canada, par rapport au système de santé. C'est l'élément clé qui nous permet de dire qu'on n'est pas des Américains. Puis c'est la raison pourquoi il y a un clash aussi fort quand on parle de santé au Canada. Là. En passant, Yann, juste pour compléter ce que tu dis, là, le rapport du Fraser qui parle de ces systèmes-là, il prend en compte, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et ils ne le voient pas, là, mais ça prend en compte juste les Universal Healthcare System. Oui, parce que les États-Unis ne sont pas là-dedans. Exact. Mais tu sais, on est tout le temps là en train de nous dire que notre système est bien moins dispendieux. Les États-Unis, arrêtez de penser que le privé va vous sauver parce que les États-Unis, regardez comment ça coûte cher et tout ça. Les gens qui ne réalisent pas, c'est qu'aux États-Unis, en ayant un système autant basé sur le capitalisme, tu es dans une situation où les gens choisissent de dépenser plus en santé, puis dans une société vieillissante, c'est-tu réellement surprenant? Et dans une société riche et vieillissante, c'est-tu réellement surprenant? Ben, la réponse est non. Là. Ça, c'est définitif. Puis, tu sais, pensez juste, faites juste vous mettre dans la peau d'un multimilliardaire, d'un multimillionnaire. Il y en a quand même quelques-uns aux États-Unis. Je pense qu'il y en a plus que 2. Ces gens-là vont être prêts... ouais, yeah. Ces gens-là vont être prêts à dépenser des sommes phénoménales pour extensionner leur vie de quelques mois, là. Oui, absolument. Parce qu'ils ont les moyens financiers pour ça, fait qu'ils viennent quand même distorsionner les données dans tout ça. Mais je veux dire, là, tu arrives et tu te dis, regarde, oublions les États-Unis. Faisons juste regarder des systèmes universels. Donc, on a choisi de traiter tout le monde, que tout le monde soit couvert par l'assureur. Mais on est le deuxième système le plus dispendieux. Ouais, les autres variables n'étaient pas terribles en termes de temps d'attente. On n'en a pas pour notre argent. Ben non, mais clairement, là, ça, je pense que pas mal tout le monde a l'air d'être au courant de ça. Hey, je vous passe l'autre affaire dont on voulait jaser, qui est liée à quelque part d'une manière, là, parce que veut pas, la taille de l'État, il joue pour beaucoup dans les investissements qu'on fait. Là. Ça, c'est les rapports, c'est le résumé du rapport que Vincent a vu aussi, là, sur justement, parce que l'idée, c'était de montrer qu'il y a une tendance là, haussière vers le poids que le gouvernement prend dans l'économie de chaque province au Canada. Ce qui est quand même spécial là-dedans, c'est qu'on... Ça, as-tu une idée comment c'est fait, Vincent, la variable qu'ils mettent ici, là, le optimal level? Ça,
Ça, c'est-tu quelque chose qui fait consensus ou relativement? Non, le niveau fait vraiment pas consensus. En gros, en fait, l'étude que le Fraser utilise pour dire c'est quoi le optimal level, c'est une étude par un ami à moi, Livio Di Matteo, qui utilise une bonne méthode, OK. mais il y a beaucoup de gens qui vont questionner le chiffre. Mais l'idée vraiment simple, c'est que ça existe un État qui est trop petit et un État qui est trop gros. Un État qui est trop petit, c'est un État qui ne fait pas, disons, des choses comme produire des biens que les marchés ne peuvent pas produire. Ça peut inclure des biens publics, ça peut inclure la défense nationale, la police, les cours de justice, des choses comme ça. Tu ne peux pas avoir un État zéro, mais tu as aussi des États qui sont trop gros. Maintenant, c'est quoi le sweet spot? Tout le monde est d'accord que ça ressemble à une courbe. Ou est-ce que tu as un sommet, mais tu sais, le point au sommet, c'est quoi en pourcentage de l'économie si tu veux maximiser la croissance? Ben là, parce que c'est ça, optimal level, c'est que tu regardes quelle taille d'État est associée à quel niveau de croissance économique. Tu essaies de trouver le sweet spot. Ouais. Un graphique à la courbe de l'affaire un peu, t'expliques là, tranquillement. Oui, mais au lieu d'être les revenus Exact. que l'État collecte, c'est la croissance économique comme C'est que dans le fond, variable tu dépendante. prends comme pour acquis, c'est le même principe de la courbe de l'affaire. Tu prends pour acquis qu'il y a un point de départ qui est sur l'axe des X, tu as un point Avec d'arrivée qui est zéro. sur il y a un point d'arrivée qui est sur l'axe des X quand tu as Ou 100%. à 100%. Exactement. Puis là, fait que tu sais que ça monte d'un côté, ça descend de l'autre, puis il y a un point à quelque part qui est un genre d'optimal. C'est exactement parce que ça. la théorie de la courbe de l'affaire, je ne sais pas si c'est une théorie, mais c'est un peu ça l'explication. Là. C'est une théorie. Tu connais les deux points d'arrivée, le point de départ, le point d'arrivée, tu sais que ça monte, tu sais que ça descend, donc à quelque part, il y a un point optimal. Ouais, la question, c'est est-ce que c'est une courbe qui est belle et symétrique? Est-ce qu'elle a un skew? Est-ce qu'elle est très forte? Est-ce qu'elle est très prononcée? Est-ce qu'elle a une grosse queue? Ouais, pour revenir au sujet de la semaine passée. Ah non, c'est une joke. Mais, ma job, ça. Non, mais c'est parce que Yann, il lâchera pas. Là. Yann a une obsession sur les grosses queues pour les distributions. Pour ceux qui moi, ce que je une trouvais... queue de distribution statistique. Là, ouais, c'est ça. Mais ce que je trouvais intéressant un peu dans leur affaire, c'est qu'il y a comme une espèce de trend en ce moment pour dire que, ben là, avec la pandémie, le gouvernement a pris plus de place dans l'économie pour toutes sortes de raisons. Mais eux, ils montrent qu'un peu que ça a commencé. Il y a eu une accélération qui s'est faite avant ça. Là. La Nouvelle-Écosse, ça donne le goût d'aller vivre là. Hein. Ça me tente. Ouais, écoute, je vais être avec toi. La chose qui m'a sauté au visage dans l'étude, c'est les provinces maritimes. C'est incroyable. Là. C'est plus, quand tu es rendu à plus que la moitié. Ça reste qu'il y a un impact de péréquation qui est très fort de leur côté. T'sais, on dit souvent que le Québec ramasse la moitié du budget de l'inflation. Par contre, pas de l'inflation, de la péréquation. Mais par contre, du côté des provinces maritimes, la péréquation qu'ils reçoivent a un impact budgétaire plus grand que le Québec là, en termes de proportion. Oui, mais ça ne devrait pas changer tant que ça parce que le problème, c'est que l'État va recevoir des ressources. Puis après ça, lui peut les allouer comme il veut. La question, c'est comment est-ce que lui fait l'allocation? Le point que les gens soulignent quand ils disent qu'il y a une relation négative entre la taille de l'État et la croissance économique, c'est que l'État n'est pas un bon allocateur des ressources. C'est-à-dire que lui, son allocation, quand il décide de dépenser du capital ou de dépenser des ressources, il va les dépenser sur soit des choses qui sont politiquement importantes, soit des choses qui sont... bureaucratiquement inutiles. En fait, parce que tu as des compétitions à l'intérieur de l'État entre les politiciens et les bureaucrates. Donc, tu peux avoir ce qu'on appelle du over-provision ou du under-provision ou du mal-provision. Tu peux avoir toutes ces choses-là qui peuvent se produire. Donc, que tu surproduis un certain service. Un exemple très commun, c'est la CAQ qui rentre au pouvoir en 2018 avec 10 sous-ministres dans le ministère de la Santé et qui maintenant, aujourd'hui, en a 16. C'est 60% d'augmentation sur 4 ans. Ben ça, ce serait un effet de compétition bureaucratique. Mais quand tu mets ces choses-là ensemble, le coût que ça a sur la croissance économique, c'est que tu le vois dans le sens qu'il va y avoir moins de croissance relativement aux endroits où l'État est plus petit, où tu laisses le secteur privé et la société civile allouer des ressources selon les fins les plus désirables de la collectivité. Et là, tu vas voir qu'il y a plus de croissance, plus d'investissement,
plus de développement. Par rapport à ce que je viens de dire avec la péréquation, ce que tu es en train de dire, c'est oui, effectivement, les provinces maritimes en reçoivent beaucoup, c'est une grosse proportion du budget, mais ils ne sont pas obligés de taxer autant leurs citoyens, ils ne sont pas obligés de dépenser autant avec l'État. Ils auraient pu profiter de la péréquation pour offrir le même niveau de dépenses étatiques des autres, mais avec des taux de taxation pas mal plus faibles de leur côté. Effectivement, ça pourrait être quelque chose comme ça. Je n'avais pas pensé à le dire de même, mais ça serait techniquement très possible. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais vu un gouvernement se servir de transfert de d'autres gouvernements pour baisser le tax take qu'il va avoir. Le ratchet va vraiment dans une seule direction. C'est comme l'histoire que tu parlais avec la taxe carbone. C'est pas arrivé souvent qu'il y en a qui l'utilisent pour baisser d'autres taxes. Hein? Oui, des des affaires sur papier, c'est bien beau. C'est ça, ils ont pris le bout qui faisait leur affaire, mais le reste, ça faisait qu'ils ne faisaient pas leur affaire. Non, mais quand il a dit ça, c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais pour revenir à ce que quand tu le montrais, 60%, là, ça veut dire que tu as 60% des ressources qui sont déployés dans l'économie de ces régions-là, qui sont pour les gens qui l'ont manqué, que c'est l'État qui décide comment tu alloues la production de ressources. C'est quand même assez impressionnant. Là. Ça veut dire que l'État détermine comment allouer 60% des ressources en Nouvelle-Écosse. Mais moi, c'est quelque chose qui me sautait. Mais ça, on peut percevoir 6 $ sur 10 de la Nouvelle-Écosse, 3 sur 5 sont décidés par voie politique. Imagine-toi un gouvernement qui arrive qui dit que tous les contrats doivent être faits par des néo-écossais. Mais il y a de quoi, moi, qui me saute aux yeux là-dessus, Yann. Je ne sais pas si tu as remarqué la même affaire. Là. Mais tu sais, durant la pandémie, un des États au Canada, c'est pas l'État au Canada qui a le mieux performé là, en termes de morts, c'est la Colombie-Britannique. Oui. Tout le monde s'entend pour dire qu'eux, ils avaient la meilleure recette des autres par rapport au long-term healthcare, le genre de CHSLD et tout. Et on présente plusieurs choses qui étaient sharp de leur côté. Hein. Aussi, une très belle séparation entre le politique et le scientifique. Ouais, on a une des provinces qui l'a le mieux réalisé. Là. Exact. Mais tu sais, on présente souvent le BC comme étant une province très à gauche, un gouvernement néo-démocrate, etc. Mais quand tu regardes les chiffres comme tels, ben, les gens, ils ne le voient pas à l'écran, ceux qui entendent en audio, là, mais la province qui dépense le moins, en tout cas dont l'État prend le moins de place dans l'économie, c'est sans trop de surprise l'Alberta, mais pas tellement loin derrière, 5% à peu près derrière, la Colombie-Britannique qui arrive en deuxième position avec 35. Ensuite, on a la Saskatchewan, 37, l'Ontario, 38, Manitoba, Québec à peu près à égalité. Ah non, tu vois, j'avais oublié ici, NL, c'est quoi ça? C'est Newfoundland. Newfoundland. Bon, eux autres sont à 44, puis après ça, ben, on va avec Nouveau-Brunswick, 57, l'île du Prince-Édouard, 58 et 60,2 précisément pour la Nouvelle-Écosse. Donc, tu sais, c'est quand même... Ça remet, tu sais, tu dis souvent ça, Vincent, des fois, on pense que telle affaire, mais quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes la réalité, c'est pas vraiment ça. Là. On n'est quand même pas les pires de la place. Hein. Mais écoute, juste pour le fun, là, j'ai été voir, parce que ça, c'est un bon test. Tu sais, quand tu dis la Colombie-Britannique, c'est pas une place de... Les gens pensent que c'est une place assez à gauche, mais l'élection de 1993, pour te donner une idée, là, dans le temps que tu avais le Reform Party, qui était le méchant parti de la droite, là, la méchante droite réformiste. Parce que le mot réformiste au Québec, il ne faut jamais oublier que c'était vraiment... Entre 1990 et 2010, là, quand tu disais les réformistes, c'est que tu disais ça pour insulter. Mais en Colombie-Britannique, la méchante droite avait 36% à l'élection de 1993. C'était le premier parti à l'élection fédérale en BC, suivi par les libéraux, suivi par les NPD, suivi par les progressistes conservateurs qui venaient de se faire manger une volée. Mais il n'y a pas une élection fédérale, je pense, que la droite en BC n'a pas fait 30-40% généralement. Puis après ça, je veux dire, tu divises les libéraux, mais c'est des libéraux. Leur parti là-bas, le Liberal Party BC, c'est un parti de droite. Tu as beaucoup de BC Liberals qui se présentent pour les conservateurs, puis ceux qui se présentent pour le NPD au provincial se présentent plus souvent au libéral fédéral qu'à l'inverse. Ouais, non, je comprends.
Ah. Mais tu sais, dans la mesure de la taille de l'État, là, des fois, j'ai l'impression qu'on... Hein? Soyouz. Ouais. BC, c'est aussi Soyouz, c'est pas juste Vancouver. Non, c'est ça, exact. Climat désertique au Canada. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on confond deux affaires là-dedans. Tu sais, tu as la taille que les dépenses, la taille des dépenses de l'État dans l'économie, puis la taille de l'appareil gouvernemental comme tel. Parce que quand tu checkes, ben, je vais t'en donner un exemple. Quand tu regardes, mettons, les pays qui ont le plus petit gouvernement, pas en termes de dépenses, mais en termes de nombre de ministres, nombre de ministères, ce genre de trucs-là, savez-vous qui a le plus petit gouvernement par rapport à l'exécutif? Au GDP? Ouais, ben, par rapport, qui a le plus petit gouvernement du monde par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans ces pays-là? C'est la Chine. La Chine a 122 représentants gouvernementaux, si ma mémoire est bonne. Oui, mais attends une minute. Ils ont toute leur bureaucratie de région et tout ça. Oui, exactement. Mais là, et mon point, c'est que souvent, quand on parle de l'État, on va parler des sous-ministres, ce genre d'affaires que tu parlais au début, les sous-ministres, les gens qui travaillent à l'entour du premier ministre. Puis on va dire, ouais, c'est donc bien gros cette machine-là. Mais ça, en fait, tu peux être dans un système où l'État prend une place monstre dans l'économie, mais que le gouvernement comme tel n'est pas super gros. Il n'y a pas 42 ministres, puis il n'y a pas. L'un n'étant pas directement lié avec l'autre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de marketing politique en Chine qui n'est pas nécessaire, étant donné que tu n'as pas de compétition politique. Ça l'aide beaucoup. Tu n'es pas obligé de battre Éric Duhem, mettons. Fait que tu n'es pas obligé d'allouer du temps à contre-argumenter. La contre-argumentation en Chine est relativement simple. Pow! Ah non, ça me fait. C'est pas pourquoi ça m'a rappelé mon graphique préféré du début de la COVID sur le cas de COVID en Corée. Il était 0. 1. Selon l'heure de la journée. Oui, c'est ça. On est en train de rire de régimes dictatoriaux qui tuent leurs citoyens quand même. Mais c'est peut-être la meilleure chose à faire face aux dictatures en général. Rire, c'est... À défaut de pleurer, rire, c'est peut-être pas la meilleure option qui reste. Parlant de Kim, avez-vous vu son vidéo à la style Éric Lapointe où est-ce qu'il sort ses gros missiles? Non, j'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça passer? Ben je sais pas, j'en ai tellement vu au fil du temps des vidéos de lui. Écoute, faites une petite recherche. C'est à se demander s'ils font quelque chose d'autre que lancer des missiles là-bas. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme un vidéo corporatif qui a été fait pour le premier... Ben, pas le premier ministre, mais le dictateur en chef. Puis tu sais, je veux dire, c'est une qualité télévisuelle tellement poche, là, mais en même temps tellement... C'est un vidéo TikTok genre ultra fake que tu pourrais pas penser qu'un dirigeant d'un pays ferait, là, mais lui... Un peu comme celui du ministre des Finances qui fait son jogging? Un peu, ouais. Dans ce genre-là, je dirais, ouais. Je l'ai finalement vu cette semaine. Ah, celui d'Éric Girard, je l'ai pas écouté. Oui, non, tu manques rien. Ah. Ça, c'est le genre d'affaire que... on est vraiment rendu dans une ère de politique. La politique avait toujours eu un spectacle, mais là, ça en est rendu grossier tellement comme spectacle. Ça en est rendu que... Je veux dire, faut pas se mentir que ça a toujours été un spectacle, mais là, on est rendu dans la section où je pense vraiment qu'il y en a qui croient que c'est sûr, que c'est vraiment... qu'ils sont des célébrités, qui sont importants, qui sont cruciales. Alors que je peux imaginer qu'il y avait d'autres politiciens qui vraiment avant faisaient qui faisaient l'espèce de concours de popularité, sachant fort bien que c'était une manière c'est un outil de survie politique, mais qui ne croyaient pas nécessairement à ça. Là, que c'était. D'ici 5 ans, c'est occupation double au Parlement. Là. Oh oui, mais en fait, c'est. Ben, tu sais, on l'a vu un peu, je pense, avec. Puis, tu sais, je veux pas parler de ça outre mesure parce que c'est comme un sujet poche un peu, là. Mais on l'a vu un peu avec les relations publiques de la Russie versus l'Ukraine pendant ce conflit-là, là, qui dure encore malheureusement. Là. Mais peut-être pas au moment où ça va sortir, mais bref, peu importe. Tu vois que la machine russe, eux autres, sont en 1950. Tu sais, les discours un peu bidons sur une scène avec ils nous ont pas sorti Miss Russia avec un gun dans les mains. Mais quand tu regardes la machine de relations publiques
ukrainienne avec les images du président dans des tranchées, avec toujours le même petit chandail. Tu vois qu'il y a une machine de relations publiques, une machine de propagande qui est vraiment plus aiguisée, vraiment plus au goût du jour. Puis, ce qu'on a vu, là, des vidéos de ministres en train de courir, tout ce genre de patente-là, c'est clairement c'est la politique du 21e siècle. Là. Et c'est dans le temps, la propagande, c'était un gars habillé en militaire qui faisait le bulletin de nouvelles. Là. Mais aujourd'hui, c'est des affaires de même. Là. Des vidéos larmoyants où ils rencontrent des gens dans la rue. Puis, la vidéo du jour, c'était des automobilistes qui passaient sur une route en Ukraine puis qui passaient au travers d'un champ de mines. Ils faisaient passer les mines entre leurs roues. Là. Tu fais ouais, man, c'est intense. Pour revenir à notre sujet, parce que Frank, dans les affaires, tu voulais. Parce que je sais où est-ce qu'on s'en va, puis on peut rester sur des heures. On peut faire une dérape complète, mais Frank, il y avait la suite du truc sur la taille de l'État là, dont on parlait. C'est les taux d'imposition. Puis, je sais pas, l'autre étude que tu as chotée. Juste avant, regarde, je vais vous partager parce que dans l'autre document, on ne voyait pas, là, mais on voit dans une autre affaire l'augmentation de ces pourcentages-là. C'est petit un peu, là, mais bref, quand je disais que ça a augmenté, là, on le voit ici, là, 2007, Newfoundland, on est à 38 %, en 2019, on est rendu à 44 %. L'île du Prince-Édouard, eux, ont baissé un petit peu. Mais grosso modo, ce que tu vois, c'est des tendances haussières. Là. Même l'Alberta est passé de 22 à 29. Moi, ma bulle avec les Albertains a pété complètement cette année. Tu sais, j'étais sous l'impression que le taux marginal maximal en Alberta était 39 %. Mais ça l'a changé dernièrement. Je ne peux pas te dire quand j'ai pas fait la recherche, mais ils sont rendus aussi débiles que nous autres là, de ce côté-là. Tu sais, c'est un plan de retraite au complet qui s'est envolé. Moi, mon but, c'était d'aller décaisser. Quand j'allais vendre mon entreprise, c'était de déménager fiscalement en Alberta l'année de la vente de l'entreprise. C'était du 10-12 % d'économie d'impôt que j'avais fait comme plan à l'époque. Puis là, mon plan, il tient plus, man. La seule place que je peux aller, c'est le Nunavut, sacrifice. Ben écoute, c'est ça. J'ai pas de réponse à ajouter. Ben, écoute, j'ai hâte de voir Yann aller au Nunavut. Là, je suis pas capable d'imaginer Yann rester au Nunavut sans se plaindre constamment que il fait frais. Je pense vraiment que je suis une chochotte. Je suis pas un plaignant pantoute. T'es une chochotte. Si on fait le lien de toute cette affaire-là pendant qu'Yann se remet des insultes que Vincent lui dit. Encore debout. Ça nous amène un peu au taux d'imposition, Vincent. Tu voulais que je partage ce graphique-là à l'écran. Écoute, moi c'est dans celui que tu as envoyé, si tu vas à la section du Québec, là, ça, là, pour expliquer, pour ceux qui voient puis pour ceux qui écoutent, voici l'explication. Ce graphique-là qui apparaît, c'est celui, ça s'appelle le Marginal Effective Tax Rate. Donc, c'est le taux d'imposition effectif que tu payes chaque fois que tu gagnes $1 additionnel. C'est le vrai, c'est pas les impôts seulement, c'est tous les chèques gouvernementaux aussi. C'est ça. Ça, c'est transfert. C'est-à-dire, en gros, là, les Québécois vont être plus familiers avec l'expression des courbes de la Ferrière. Pour ça, c'est ce qu'on va utiliser le plus. Ben écoute, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi non plus une courbe de la Ferrière, en fait, moi j'ai appris c'était quoi une courbe de la Ferrière à cause de toi. Je ne savais pas que ça avait ce nom-là. Moi, je connaissais le concept, mais je ne savais pas qu'il y avait un autre nom pour ça. Fait que, merci. Mais pour ceux qui ne connaissent pas non plus le terme, l'idée, c'est que tu veux savoir, pour le prochain effort que tu fais de gagner $1 additionnel, combien de ce dollar-là tu vas devoir donner au gouvernement. Il y a deux choses qui sont débiles dans ce graphique-là. C'est qu'au Québec, tant que tu es entre 0 et environ 30 000, en fait, ton taux d'imposition marginal va baisser, dans le sens qu'il va devenir même négatif. Au net, tu vas recevoir de l'argent du gouvernement. Mais dès que tu atteins un certain seuil en haut de 30 000, ton taux d'imposition augmente chaque fois que tu fais un effort additionnel, jusqu'à ce que tu te rendes à peu près à 40 000 $. Puis quand tu es rendu à 40 000 $, ton dernier dollar que tu gagnes, juste pour mettre les gens en tête, là, au net, il va te rapporter seulement 20 cents. Je m'excuse, là, mais ça, c'est ça que ça montre. Puis après, ça redescend un peu pour se stabiliser aux alentours de 50 % après à peu près 75 000. C'est pas terrible comme incitatif à travailler quand même. Oui, puis c'est pas rien ça, c'est qu'on a. Ce qui est fou un peu, c'est qu'on s'est donné des impressions qu'on avait un taux, qu'on avait des impôts progressifs.
sais, tout le monde nous dit ça, là, on a des impôts progressifs, plus tu gagnes d'argent, plus ton taux augmente. La réalité, c'est pas tant vrai. En fait, le taux d'imposition du prochain dollar gagné est super important parce que nous autres, on s'en sert comme conseiller pour déterminer les cotisations REER qu'on peut faire. Parce que la plupart de tous les programmes gouvernementaux qui existent, si tu diminues ton revenu avec 10 000 $ de REER, par exemple, ben, ça va avoir un impact directement dans ces affaires-là. Fait que si tu veux savoir le 10 000 $ de REER, il aura été imposé. C'est quoi ton économie d'impôt? Ben, tu te sers de la courbe de la Ferrière pour le déterminer carrément. Fait que tu te rends compte que peu importe ce que tu fais, maintenant, c'est 50 %. Puis je vais te dire pire que ça. Ça, c'est une patente à Luc Godbout là, qui est arrivé avec une couple d'années par rapport à ça. Ça a été probablement un des chercheurs en fiscalité qui a été le plus au fait de ce dossier-là. Puis, il y avait des situations avec les courbes de la Ferrière quand tu remontes à 2016-2015 où est-ce que il y avait certaines situations où est-ce que le taux d'imposition était supérieur à 100 %. Ça veut dire que de gagner $1 de plus faisait en sorte que les familles perdaient au change. On parle de familles monoparentales souvent, des choses comme ça. Ça n'existe plus. Il n'y a plus rien de ça au Québec. C'est un concept de bouclier fiscal qui a été amené par Luc Godbout au fil du temps. Fait qu'il y a d'autres complications dans le rapport d'impôt qui viennent corriger ces défaillances-là. Le crédit d'impôt à solidarité aussi a corrigé plusieurs de ces problématiques-là au fil du temps. Mais des taux en haut de 90 %, il fut une époque pas si lointaine qu'on en voyait. Mais écoute, c'est quoi qui est déprimant à regarder avec des courbes comme ça? Premièrement, c'est que ça, c'est le flip side d'avoir un gouvernement qui est très, très large. Il va falloir que tu taxes énormément. Ça veut dire que les gens vont en avoir moins à garder chez eux. C'est-à-dire que, OK, ils vont faire moins d'épargne, mais ils vont avoir moins d'intérêt à travailler, mais aussi moins d'intérêt à développer du capital humain ou à acquérir certaines formations. Mais la partie plus déprimante, c'est non seulement le niveau général, que tu te prends la moyenne de tout ça, mais l'autre partie qui est plus déprimante, c'est l'aspect de le bout où tu retrouves à devoir donner de plus en plus au gouvernement, au net de avoir de moins en moins pour toi à chaque fois que tu fais un effort additionnel. Après la section où tu t'es fait subventionner. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la section où tu avais un taux marginal effectif négatif, ça veut dire que tu recevais de l'argent du gouvernement au net. Oh oui. Chaque fois que tu travaillais un peu plus. Ça, c'est super pour te sortir de la pauvreté. C'est ça que ça veut dire, là. Mais après, ce que ça veut dire, c'est que tu es comme, OK, on t'a sorti de la pauvreté, tu es au-dessus de la ligne de pauvreté, peut-être remarquablement au-dessus de la ligne. Donc, on peut voir clairement que tu es au-dessus de la ligne. Tu n'es pas juste à la ligne puis tu rases la ligne. Je vais te donner des exemples de ce que tu dis, Vincent. Mais attends, je veux juste vraiment faire le point. C'est qu'après, par contre, si tu veux grimper plus haut, ah ben là, non. Non. Ouais. On t'a sorti de la pauvreté, tu devrais nous dire merci. Et après ça, maintenant, tu ne peux pas grimper aussi facilement. Tu ne devrais pas avoir des exemples très juste avant que tu y ailles, Yann, il y a Renault qui vient de se joindre à nous autres. On peut le faire rentrer. On peut le aussi, faire rentrer. Puis on peut, j'accueille. Je suis sûr qu'il y a une certaine expertise dans les impôts, ce gars-là. Je vais prendre la courbe, c'est cqff.com que ça s'appelle, là, les courbes de la Ferrière pour trouver ça. Il y a les courbes, mais il y a aussi les tableaux Excel. Ce qui fait que je vais prendre la courbe 123. C'est quoi la courbe 123? C'est une famille monoparentale, donc une femme ou un homme, peu importe. 3 enfants, un seul de moins de 6 ans, frais de garde 10 735 par année. Okay? Ça, c'est vraiment une situation très, très précise. Attends, répète les caractéristiques. Monoparental, 3 enfants, un seul de moins de 6 ans, frais de garde 10 000 okay? Grosso modo, ça, c'est les paramètres. Mais le revenu, c'est combien? Ben, c'est ça, je m'en vais là. OK, excuse. 30 000 de revenus. Combien d'argent la personne a dans ses poches à la fin de l'année? 54 937. 30 000 de revenus bruts, 54 000 dans les poches. C'est un impôt négatif. C'est pas compliqué. Là. 40 000 donc 10 000 de plus pour la personne. La personne va avoir à 40 000 60 522 dans ses poches. Donc, elle va avoir à peu près 4 500 piastres de plus. 60%. Elle a gagné 10 000 de plus, mais elle a seulement 4 500 de plus dans ses poches. Mais elle a encore beaucoup plus que le revenu réellement qu'elle a eu. On s'en va, on descend, on s'en va à 80 000, disons. C'est ça? Non, ça, c'est 60 000 ou c'est 80 000? C'est 60 000 ben, dans ses poches, on a 66 000 Fait que là, tu vois qu'on commence à s'approcher un peu.
On s'en va à 80 000 $. On a 73 000. Donc, à partir de 80 000 $, là, tu as moins d'argent dans tes poches que ce que tu as gagné réellement. Fait que ça, c'est tout c'est pas oui, il y a les taux d'imposition qui jouent un rôle là-dedans, mais c'est tous les chèques gouvernementaux. Puis ce qui a été un peu au fil du temps, la construction de notre régime fiscal, c'est pas quelque chose qu'on a eu des grands sages qui se sont assis et qui ont dit OK, voici le régime fiscal parfait. La manière dont ça s'est construit, c'est que d'élection en élection, tout le monde donne des nananes, tout le monde dit qu'ils vont taxer les riches pour payer des nananes. Ça fait des crédits d'impôt X pour plaire à tel groupe, donc t'es Mathieu Harper. Ouais, dans les chiffres que tu as donnés, ça compte sur 500$ pour les sports. Non, parce que ils sont pas à jour. J'ai hâte de compter le 500$ de M. Legault que je ne pas. La game, c'est que c'est tout. Puis quand tu regardes le narratif politique, c'est toujours la même chose. Quand tu veux donner une baisse d'impôt, tu veux le donner à la plus grande base électorale possible. Donc, tu vas aller jouer dans le montant personnel de base ou le premier taux d'imposition, des fois le deuxième. Mais c'est vraiment là que tu vas aller jouer. Puis quand tu veux financer des nouvelles activités, tu vas dire, je vais augmenter l'impôt des riches. Donc, tu vas aller augmenter seulement les derniers paliers d'imposition pour que ça ait l'impact maximal. Puis ça ne donne jamais les résultats escomptés, mais peu importe. Fait que ça, c'est ce qui est fait. Puis là, quand tu arrives, tu veux mettre un nouveau programme où est-ce qu'il serait quand même assez universel pour aller chercher beaucoup de votes pour les femmes, les femmes, les familles de garderie, par exemple. Mais tu vas dire, ça va être un crédit d'impôt, ça va bien aller, mais ce serait on ne le donnera quand même pas aux personnes plus riches qui paient déjà les plus gros impôts. Donc, à partir de 120 000 ou 126 000 de revenus familial, ce ne sera plus applicable. Puis là, tu viens introduire des distorsions qui sont complètement débiles parce que ton rapport d'impôt est complètement individualisé, mais tu vas amener une distorsion familiale dans le crédit d'impôt des garderies et des choses comme ça. Puis honnêtement, là, c'est rendu le bordel, cette affaire-là. Mais t'avais-tu la chose... Je vais laisser Renaud, mais je voulais le dire tantôt, puis j'aime tellement comment tu as amené les chiffres, Yann, parce qu'il y a un truc. Le mot impôt progressiste est probablement le truc le plus misleading, trompeur qu'on n'a jamais eu, parce que l'idée que les gens ont dans leur tête, c'est que les riches devraient payer plus. Mais ce qu'un système d'impôt progressif fait, c'est que tu augmentes les taux marginaux. L'idée d'un système progressif, c'est que tu augmentes les taux marginaux avec le revenu des gens. Alors que c'est tout à fait possible d'avoir un système proportionnel, le mot est différent, où les riches vont payer une cote plus élevée sans avoir des taux marginaux qui changent. Tout ce que tu as besoin, puis Milton Friedman était un des premiers qui en avait parlé, c'était un truc comme une sorte de revenu minimum garanti, ou lui, ce qu'il appelait le negative income tax, où tu recevais un montant de base, puis après, tu te faisais taxer un petit pourcentage au-dessus de ce montant de base-là. Mais ce que ça faisait, c'était que si tu avais gagné en bas du montant, tu recevais, disons, on s'assure que tout le monde ait 5 000. Le taux d'imposition, c'est les vieux chiffres que lui utilisait dans le temps. Le seuil d'imposition, c'était 10 000. Si tu faisais 0, on te donnait 5 000. Si tu faisais 1, on te donnait la moitié de ce qu'il y avait entre 9 999 et 1. Puis ça, tu t'assurais toujours d'avoir un 5 000 de base. Mais après le 10 000, là, tu étais taxé à 20 %, mettons. Puis là, c'était 20 % de tout ce que tu gagnais au-dessus du 10 000. Bien, ça fait que le gars qui gagnait 10 000 et 1, il payait 20 cents de taxation dans ce cas-là. Donc, son taux d'imposition moyen serait proche de 0. Alors que le gars qui gagne Infinity Money, il paye, à la limite, paye 20 % le taux d'imposition qui est chargé. Donc, tu as un seul taux pour tout le monde, mais proportionnellement, il augmente avec ton revenu. Donc là, tu as ce que l'intuition que les gens veulent généralement quand on leur dit impôt progressif, ils ont la proportionnalité où les riches payent une cote plus élevée que les plus pauvres, mais tu n'as pas des taux marginaux qui changent, tu n'as pas les espèces de bulles étranges dont on parlait, tu n'as pas de gens qui ont comme « Ah, ben on va se faire subventionner dans cette section-là. Au-dessus de cette section-là, maintenant, le taux marginal augmente avec mon effort. Donc là, je dois payer de plus en plus. Mon effort est de moins en moins rémunéré pour moi. Et après ça, là, ça recommence à redevenir bien. Tu ne devrais pas avoir à faire ça. En fait, le meilleur taux marginal possible, c'est peu importe ce que tu piques, il devrait être une belle flatline. Parce que tu ne veux pas changer le bénéfice de l'effort. C'est exactement ce que l'Alberta avait jusqu'à récemment, d'ailleurs. Hein. Le gouvernement Notley a enlevé la flat tax, mais autrefois, ce que l'Alberta avait, c'était un taux d'imposition unique, il y a 10 %. Mais avec plan de retraite. un montant personnel de base qui était super élevé, qui était 18 000, si je me souviens bien. Puis on va s'entendre 18 000 en 2015 versus 18 000 en 2022, ça... Ouais, genre de 22 000. C'est ça.
Mais exact, ça fonctionnait super bien dans cet objectif-là. Sur le point au niveau de la complexité de l'impôt, c'est quelque chose que je partage à 100%. Une chose que j'aime voir quand les comptes publics sortent, en fait, c'est ce que le gouvernement appelle les dépenses fiscales. Ça, c'est tous les crédits d'impôt. Le gouvernement, cette année, s'attend à faire à peu près 40 milliards de dollars avec l'impôt sur le revenu. Il s'attend à dépenser à peu près 25 milliards en termes de dépenses fiscales. Ça veut dire que sur une assiette de 65 milliards, on donne 25 milliards en ananas avec justement des petites baisses un petit peu partout, des petites choses. Au lieu, dans le fond, de réduire l'impôt pour tous les Québécois, ce qui pourrait être beaucoup plus simple, ce qui pourrait faire en sorte qu'on n'ait pas à passer des heures à faire nos rapports d'impôt, ils préfèrent y aller justement à l'emporte-pièce comme ça, puis à rajouter une petite affaire de duct tape par-ci, puis une petite affaire de duct tape par-là. Donne un exemple de ce que tu dis. Attends un peu, Yann, Renault, ils l'ont dit dans les journaux là, que c'est pas bon baisser les taxes. C'est mieux d'envoyer des chèques aux gens. Ben, ça, je dois avouer, ça a été la meilleure critique. Il faudrait quand même qu'on présente aux gens c'est qui Renault, là, parce que là, tu viens de la taquiner. Oui, c'est vrai. Bon, okay. Avant que je te laisse répondre sur ma demi-question, Renaud, qui était plus ou moins ironique, en fait, totalement ironique, là, les gens l'auront compris. En fait, tu es le directeur de l'aile québécoise, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de la Fédération des... contribuables canadiens. C'est ça, de la défense des contribuables canadiens. Peux-tu, peut-être rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, l'expliquer qu'est-ce que ça fait, cette organisation-là? On s'en doute, vu le titre. Il y a vraiment deux façons de le mettre. Il y a la version peut-être un petit peu plus polie, qui est de dire je passe ma journée un peu à me battre pour moins de taxes d'impôts, moins de gaspillage gouvernemental et plus de transparence. Il y a la version qui est un peu moins polie, qui est de dire je suis quelqu'un qui me lève le matin et qui me dit bon, sur quel politicien est-ce que je vais bitcher aujourd'hui? Puis je reçois un chèque de paye pour avoir fait ça à la fin de la journée. Il y a une version, pour reprendre les termes de Vincent, il y a une version généreuse et une version moins généreuse. Je suis très correct avec les deux versions. Hein. Il n'y a pas de monde de généreux dans un cas comme dans l'autre. Frank, ça ressemble à ta définition de tâche. Oui, exact. Oui, c'est pas mal dans le même. C'est pas mal dans le même gimmick. Puis, non, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que c'est ça. Fait que finalement, ce qu'on nous dit, c'est que les baisses d'impôts, c'est pas bon parce que ça favorise juste les riches. Donc, le mieux, c'est d'envoyer des chèques par la malle. C'est ça qu'on se fait. C'est ce qu'on se fait dire. Hein. Ouais. Les gens pensent que je niaise, que j'ironise, mais j'ai vu ça dans tous les journaux. Là, quand des gens disaient, parce que bon, tu as eu le Parti conservateur du Québec, mais tu as eu aussi le Parti libéral qui ont dit, ben là, il faudrait peut-être enlever la TVQ sur certains biens de consommation, peut-être penser à des baisses d'impôts, etc. Et là, il y a eu une genre de levée de bouclier, là, selon des experts. Moi, ça, cette phrase-là, je l'adore. À chaque fois que c'est écrit ça, tu es sûr que c'est pas vrai. Je veux juste dire ça. Là. En tout cas, c'est très rare que c'est vrai quand c'est écrit ça. Et là, c'était selon des experts, c'est mieux d'envoyer des chèques aux gens. Non, mais ça... l'idée de Duhem sur la taxe sur l'essence, quelque chose d'ailleurs sur laquelle on faisait écho. Nous autres, on parlait de la double taxation de l'essence seulement, qui est la part, dans le fond, de TVQ que tu payes sur toutes les autres taxes qui sont incluses dans le prix de l'essence. Nous, c'était plus sur ça qu'on ciblait. Mais l'idée aussi de soit d'enlever la TVQ sur l'essence ou de temporairement ôter la taxe sur l'essence comme l'Alberta l'a fait, c'est un super bon moyen pour retourner de l'argent dans les poches des gens. Mine de rien, la taxe sur l'essence nous affecte à tous les niveaux. Si tu t'en vas à l'épicerie, le prix des légumes que tu achètes, il faut qu'il ait été transporté. Il faut que ça ait été transporté du point A au point B. Fait que oui, ça affecte ça. Oui, mais Renaud, les propriétaires vont juste se mettre l'argent dans les poches. Ouais, c'est prouvé, là. C'est prouvé que quand on enlève ça, les pétrolières vont juste prendre plus de profit, là. C'est prouvé, ça a l'air. En fait, pour moi, le mieux, c'est il y a un institut de recherche très reconnu au Québec qui a déjà dit que la taxe sur l'essence, c'est très régressif. Ça, c'était l'IRIS en 2014 avec Simon Tremblay-Pépin. Je veux dire, si même l'IRIS trouve que la taxe sur l'essence est une taxe régressive, je pense qu'on peut dire que la réduire ramènerait bien de l'argent dans les poches de ceux qui ont moins de revenus. Exactement, les pauvres pétrolières qui n'ont pas de revenus. Tandis que la garder au même niveau, tout ce que ça fait, c'est que le gouvernement s'enrichit. Écoute, je veux juste dire que je suis tellement content de cette réponse-là parce que c'est baveux à souhait. c'est pas généreux pantoute, mais des fois, c'est correct de ne pas être généreux. Écoute, ça m'arrive de dire que l'IRIS a raison. Une ou deux fois par année, là, mais ça m'arrive. Ben, une horloge brisée a raison 2 fois par jour. Ouais, c'était ça que je pensais. Fait que finalement, l'histoire de l'impôt,
c'est un petit peu comme les subventions qui sont données aux entreprises. Quand tu regardes ça, finalement, le gouvernement récolte de l'impôt des entreprises, mais en redistribue souvent à peu près le même montant à ceux qui décident qu'ils devraient être favorisés par rapport aux autres. Parce que tu es en train de dire, Renaud, c'est, bon, ils vont collecter, c'est quoi, tu as dit, 45 milliards, quelque chose comme ça? Quelque chose comme 40-45, là. Je me souviens l'avoir vu dans le budget, je ne me souviens pas du montant exact, mais on parle de 40 à 45 milliards. OK, puis sur un budget de 120 milliards environ. Là. Puis à peu près la 138, moitié. on est rendu à 138 cette année. Puis à peu près la moitié de ça va être redistribué en crédit de toutes sortes. Donc, autrement dit, est-ce qu'on pourrait baisser l'impôt de moitié? C'est ça qu'on comprend? On pourrait le baisser du tiers. Dans le fond, c'est que le 40-45 qu'ils vont récolter, c'est après tous ces crédits-là. Mais on pourrait avoir des taux d'imposition qui sont bien plus bas et ce serait bien moins complexe. Mine de rien, là. Bon, pour la majorité des gens, si tout ce que tu as, c'est un T4 puis un relevé 1, c'est pas long à faire tes impôts. Mais le moindrement que tu as une situation exceptionnelle qui arrive, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être quasiment n'importe quoi, mais dès que tu as une situation exceptionnelle qui arrive, ben c'est là où tu as tous les crédits spéciaux qu'il faut que tu ailles chercher, puis tu as besoin d'avoir quasiment un PhD en comptabilité pour pouvoir réussir à aller les chercher. On a vraiment un problème au niveau de cette complexité-là. Mais pour revenir sur les chèques de 500$, là, qui sont techniquement un crédit d'impôt, comme l'a dit le ministre, je ne peux pas vraiment m'en plaindre. Dans le sens où les gens ont besoin d'aide, ça va remettre de l'argent dans les poches des gens. Est-ce que c'est la solution parfaite? Non. Clairement. C'est parce que c'est un one-shot deal, c'est ça qui est le problème. Oui, et c'est ça. C'est exactement là qu'est le problème, c'est que c'est un one-shot deal, tandis que l'augmentation des prix, elle va rester. Même si on revient à 2% d'inflation l'an prochain, là, même si c'est ça qui arrive, l'augmentation des prix, elle reste là. On a un chèque une année, puis c'est tout. Ça ne fait pas de bien pour 2023, 2024, 2025. Par contre, on a une élection qui s'en vient. Il y a des partis qui vont se présenter. Il y en a qui vont proposer peut-être des hausses de taxes pour contrer l'inflation, mais il y en a d'autres qui vont sûrement proposer de remettre un petit peu d'argent dans les poches des gens. Martine. En termes... Exact. Des hausses de taxes pour contrer l'inflation. Excuse, ça m'a fait tilter, celle-là. Il y en a qui vont proposer des hausses de taxes pour contrer l'inflation. Il y en a qui proposent... Dans les années 50, dans les années 70, ça faisait partie du discours standard en économie, ce que tu pourrais appeler la norme keynésienne. C'était que si tu augmentais les impôts, tu ralentissais l'activité économique, donc tu évitais une surchauffe. Ouais. C'était standard à l'époque. Maintenant, on n'y croit plus tant que ça. Mais à l'époque, ça avait plus. C'était un argument qui était fréquemment utilisé. Mais dans un contexte où les impôts sont très bas, je peux comprendre, mais dans un contexte d'impôts élevés, c'est peut-être moins pertinent. Je suis dans le rapport d'impôt à ma femme présentement de l'année passée. Version fédérale. J'irai dans la version provinciale tantôt. Je le partagerai pas à l'écran, juste pour... Non. Non, mais je ne parlerai pas de revenu total puis tout ça, mais je suis dans la portion, justement, crédit d'impôt non remboursable fédéraux. Donc, le premier de tout, le montant personnel de base, 12 842, ça, tout le monde a ça. Crédit pour le travail indépendant et pour d'autres revenus. Donc, ça, c'est le RPC ou RRQ. Fait que 2980 qui est là. Donc, tu sais, ils veulent comme pas nous imposer. Ils nous imposent, en fait, parce que dans son cas, on est dans la classe aisée. Fait qu'il est imposé quand même au gros taux fédéral. De son côté, le gros taux étant 33%. Puis, on dit non, mais là, tu sais, ça serait un peu chiant de te faire payer des impôts sur la RRQ. Fait qu'on va te donner un crédit. Mais le crédit, c'est le montant que tu as payé en RRQ. Mais il n'est pas multiplié par 33%, qui est le taux marginal, il est multiplié par 15%. Fait que tu as payé de l'impôt sur 33%, mais on t'en rembourse juste 15%. Fait que tu te fais fourrer. Fait que tu te trouves comme à payer de l'impôt sur le montant de RRQ que tu as payé. RQAP, même chose, c'est dans les crédits d'impôt, ça aussi, 385$. Montant canadien pour emploi. Fait que je ne sais même pas c'est quoi. 553$. Ça, c'est un autre crédit d'impôt qu'on a. Fait que ça a dû être une promesse électorale il y a une couple d'années. J'en ai un autre. Vos frais de scolarité. Faisait des cours par les soirs pour... bon, je vais le dire, là, parce que timbré bien raide, faire étudier en travaillant. Mais regarde, ça, c'est patente. Ça se dit pas des affaires de même. Ça peut, j'essaie de trouver le bout pour te censurer. Là. Ça se dit pas des affaires de même. Fait qu'elle a des frais de scolarité, fait que 349 là. Fait qu'elle a un total de 17 111$ de crédit d'impôt multiplié par 15%, ce qui vient baisser sa facture d'impôt de 2500$. Ah non, puis c'est vrai, elle a aussi fait des dons pour ça. Fait qu'il y a comme un genre de 115$ qui a été rempli dans l'annexe 9. Fait qu'il y a aussi un autre 115$ qui s'ajoute là. C'est un montant de crédit d'impôt, mais lui qui est un crédit qui est sûrement pas au même pourcentage parce qu'il n'est pas dans le même cadre.
Fait que là, c'est 2681 de rabais d'impôt qu'on a avec tous ces crédits-là. Et dans la version provinciale, si j'y vais, je me doute que je vais trouver quelque chose par rapport aux frais de garde d'enfants parce que nos enfants vont en service de garde. Ouais, puis si tu as des frais de santé quelconques, tu dois en avoir aussi. Puis, ça, on gagne trop cher. On gagne trop cher puis on dépense pas assez en santé pour y avoir droit parce qu'il faut que ça représente un pourcentage de ton revenu qui est de 3%, si je me trompe pas. Puis j'atteins jamais ce montant-là, fait que j'ai jamais droit à ce crédit-là. Mais l'année prochaine, quand tu vas te faire refaire le nez, tu vas être correct. Là. Qu'est-ce qu'il y a mon nez? Excuse, il fallait pas que je le dise, excuse, c'est vrai. Tu m'avais dit de pas en parler. OK. Il est beau mon nez. Il est gros, mais il est beau. Puis il y a les affaires. Tu sais, à un moment donné, vous vous rappelez de Stephen Harper, il est arrivé puis il avait dit là, on va créer un crédit d'impôt familial parce que les conservateurs sont aussi peu que les libéraux dans ces affaires-là. Absolument. Les conservateurs arrivent et disent on va créer un crédit d'impôt pour le sport. 500$ de sport. Puis là, ça a chigné un peu dans les artistes. Fait qu'il y a eu les artistes aussi. Pour le transport en commun. Fait qu'il y a eu un 500$. Fait que là, tout le monde a dit on a un crédit d'impôt de 500$ pour vous. Là, toute la gang de débiles pensait qu'il y avait 500$ qui allait rentrer dans leur poche. La réalité, c'était 15% de 500$ qui allait rentrer dans leur poche. Fait que c'était comme 80 quelques piastres. Puis là, le provincial est arrivé, ils ont dit hey, une bonne idée, ça, nous autres aussi, on va le faire. Fait que là, depuis ce temps-là, toutes les organisations sportives de hockey mineur, baseball mineur, puis tout ça, chose qu'il n'y avait pas du tout à faire avant. Maintenant, il faut qu'ils mettent un relevé au gouvernement, puis au... Fait que là, tu as des organisations remplies de bénévoles qui, pour les inscriptions qu'ils recueillaient à l'époque, maintenant, sont obligés d'émettre des relevés pour les impôts des gens. Justin Trudeau arrive, dit « Hey, les patentes conservateurs, c'est de la merde. » Fait qu'ils ont tous scrappé ça. Fait que là, ça n'existe plus au fédéral. Provincial, ça existe encore. Fait que là, on s'est fait couper ce genre de crédit d'impôt-là en deux. Il nous reste juste le petit morceau provincial pour ce crédit d'impôt-là. Mais les organisations sportives sont encore obligées d'envoyer tous ces relevés-là. Puis c'est pain in the ass pour les organisations de bénévoles. Puis tout ça, là, c'est pour que quelqu'un qui va le chercher au complet, de 500$ de art ou de sport, ait à peu près l'équivalent de 60-70$ de plus dans ses poches. C'est un vraiment bon point que tu fais par rapport à ça, parce qu'on parle surtout de... On parle souvent de la complexité des impôts pour les particuliers quand ils le font. On ne parle pas de la complexité pour ceux qui vont faire toutes les T4 puis tous ces autres relevés-là avant. C'est un point qui est important parce qu'on va s'entendre, comme tu le mentionnes, pour des organisations bénévoles, pour des PME, si ton propriétaire qui a 3 employés, là, qui a 3 équivalents temps plein pour prendre le langage du gouvernement, si ton propriétaire qui a 3 équivalents temps plein doit passer du temps à faire de la paperasse, ben c'est du temps qu'il ne peut pas passer pour faire grossir son entreprise. C'est du temps qu'il ne peut pas passer pour justement investir, pour l'investir ailleurs, pour pouvoir regarder c'est quoi ses prochains projets. Donc au final, c'est un coût qui est vraiment très important, qui est toujours sous-estimé. Oui, exact. Il n'est pas comptabilisé à nulle part, ce coût-là. Puis, effectivement, ton point est bon pour les PME aussi. C'est pain in the ass, ces papiers-là. Puis on va s'entendre, pour une grosse entreprise comme McDo, engager une coupe de comptables de plus, c'est de l'argent qu'ils perdent, mais c'est très, très, très dilué sur le nombre de produits qu'ils vendent. Mais pour un mom and pop, là, une PME, un petit restaurant du coin, ben là, ça rajoute des coûts, ça rajoute du temps qui doit être passé à faire tout ça. Mais ça, c'est une réflexion que je me passe souvent. Tu sais, souvent, on entend des politiciens puis des gens qui font des revendications pour nous dire il faudrait, je sais pas moi, il faudrait qu'on augmente le salaire minimum, il faudrait qu'on mette telle affaire, il faudrait qu'on mette telle affaire. Puis la réflexion que j'ai tout le temps de me dire, c'est ouais, mais les gens qui nous parlent de ça, en général, ce qu'ils disent, leur argument, c'est il y a des gens qui font beaucoup de profit, tu sais, puis il y a des gens qui sont plus pauvres, etc. Il faut qu'ils fassent leur part. Mais moi, mon point, c'est tout le temps un peu de dire, Christy, c'est tout le temps les petites entreprises qui vivent ces changements-là de manière le plus dure. C'est clair que si tu augmentes le salaire minimum un peu dans une très grosse entreprise qui, eux, génèrent quand même beaucoup de profit, ça va être bien plus facile à absorber que pour un... Il y a quand même quelque chose qui vaut la peine d'être souligné. Je t'ai envoyé dans le chat une des études, puis tu peux la mettre pour le screen avant qu'on aille dans la section Patreon. Ce que les gens oublient, c'est que c'est plus important parce que les gens pensent aux petites entreprises, puis ça m'énerve un peu parce que 80% du temps, ce qu'ils ont en tête, c'est des petits restaurants ou des choses comme ça, puis des business qui ne vont pas vraiment croître, qui n'ont pas vraiment beaucoup de potentiel de croissance parce qu'ils sont sur des marchés hyper compétitifs. Mais en réalité, une bonne partie des petites entreprises, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est une de deux choses. C'est qu'ils essaient d'inventer un nouveau produit, commencent petit, ou ce sont des petites entreprises qui ont un nouveau produit qui vont essayer de liquider à une plus grosse entreprise une fois qu'ils ont atteint une certaine taille.
parce que ce que ça fait, c'est que tu n'es pas capable de grossir ton entreprise, mais tu es capable de vendre ton idée, ton concept à un plus gros qui, lui, est capable de le faire développer. Ben, le papier que je t'ai partagé, c'est sur l'effet. Puis Yann, en fait, est la bonne illustration que ça. Yann, il dit, ben là, je vais pas déménager en Alberta pour liquider mon entreprise. C'est la décision, oui ou non, de partir des petites business en fonction du taux marginal supérieur. Donc, celui le plus élevé que tu peux payer. Donc, celui sur si tu es riche. C'est quoi ta décision ou non d'entrer sur le marché? Et le papier que j'ai trouvé, il est basé directement sur des données canadiennes. Puis ce qu'il trouve, c'est que 1 point additionnel d'imposition sur le revenu, le dernier taux, 1 point additionnel réduit de 0,13 points de pourcentage le taux d'entrée sur de création d'entreprise. Puis ce que ça veut dire, puis en fait... Peut-être juste le mentionner, Vincent, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, c'est ton article, puis pour que les gens puissent le retrouver. Oui. Écoute, Entrepreneurship and Personal Income Tax Evidence from Canadian Provinces by Egert Faraday dans Small Business Economics 2021. Puis écoute, regarde juste, c'est sûr que je suis un gars de finance, fait que c'est le genre de choses que je regarde peut-être un peu plus que l'entrepreneur médian, là, on va se l'avouer quand même. Puis j'ai 37 ans, mais j'ai 37 ans et j'ai déjà regardé ces affaires-là. Tu sais, je suis pas sur le bord de vendre mon entreprise. Il y en a pour une trentaine d'années encore avant que ça soit vendu, puis peut-être même plus, parce que je suis un peu freak, là. Mais la réalité, c'est que c'est des choses que je regardais. Pour vrai, là, mon plan a toujours été de vendre mon entreprise et l'année de cette vente-là, je n'étais pas au Québec, j'étais dans une autre province pour des raisons purement fiscales. Tu sais, à l'époque, quand Mitch Garber vend son entreprise pour 4 milliards de dollars, si je me rappelle bien, pour ses parts à lui, il était considéré comme un super-héros par les Québécois d'avoir choisi de se faire imposer à Montréal parce que à l'époque, le taux marginal en Alberta était réellement de 39%. Donc, juste de faire le passage là-bas, il y avait une économie de 10% dans ce cas. Mais moi, je te parie 50$, by the way, à propos de Mitch Garber. C'est qu'il y a probablement des actifs que s'ils avaient déplacés, il y avait des pénalités qui existaient. Moi, des affaires comme ça que tu es prêt... Ah, mais interprovincial, honnêtement, ton rapport d'impôt provincial, tu es vraiment taxé juste sur ton lieu de résidence au 31 décembre. Je sais, mais moi, ce que je veux dire, c'est que des fois, par exemple, dans les contrats, tu peux avoir dans le contrat avec, disons, ta firme que eux vont faire le paiement sous telle forme ou tu ne peux pas liquider l'actif. Si tu quittes, par exemple, la province ou... Je sais pas, tu peux avoir... Je ne sais pas si je suis dans le champ. Non, mais je ne suis pas sûr. Mais l'affaire, c'est que je ne suis pas prêt à croire qu'il a vraiment décidé de payer 10 points de pourcentage de plus comme ça, puis qu'il n'y avait pas un autre facteur qui expliquait un peu. Il peut avoir d'autres facteurs, parce que, tu sais, on s'entend 4 milliards de dollars. Non, mais je veux dire, 4 milliards de dollars. Tu es réellement dans une position où est-ce que c'est du free money pour vivre. Tu n'es pas dans une position que tu as besoin de cet argent-là. Puis on s'entend. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tout au courant de l'histoire. On est dans les Caraïbes, on est en désaccord. Si tu veux faire du bien, là, Yann, cet argent-là, tu peux la prendre et la donner à des œuvres que tu as toi-même choisies. Pourquoi la donner à l'État? C'était mon point à l'époque. Je disais, normalement, il devrait déménager en Alberta, cacher la différence puis le donner à des œuvres de charité. Je pense que c'était mon point dans le temps. Mais il sait aussi... il aurait pu réclamer un crédit d'impôt pour cette différence-là. Oui. mais la game, c'est quand il a fait ça à l'époque, il s'est fait une publicité aussi par rapport à ça. Il ne l'a pas fait incognito d'une manière complètement désintéressée. Là. Il a été publicisé comme avoir vendu son entreprise et d'avoir choisi de se faire taxer au Québec, de ne pas déménager de Montréal, autrement dit, pour sa taxation. Mais je veux dire, ça, c'est pas le choix raisonnable. Si tu as un différentiel d'impôt de 10%, et la seule chose que tu as à faire, c'est dans l'année de la vente, d'aller te faire imposer dans une autre province en déménageant puis en allant vivre pendant quelques temps dans une autre province. Si tu veux une entreprise de 400 000$, c'est beaucoup de changements pour ta famille qui ne vaut pas super la peine, je pense. Si tu veux une entreprise de 4 millions, tu commences à y penser. Si tu es dans l'ordre de 15-20 millions et plus, tu es vraiment dans une situation où tu te dis, attends un peu, c'est un Christy de game changer. Moi, cette gang de bandits-là, ils n'auront pas mon argent. Puis quand, en plus, tu détestes l'État pour t'en confesser, c'est le genre d'affaires que tu réfléchis longtemps d'avance, genre des décennies, comme dans mon cas. Ah ouais, ça d'ailleurs. Faisons un segue là, pour pouvoir passer dans la section Patreon. Là, parce que non, mais avant de laisser la parole à Rano, juste pour introduire les gens qui vont manquer cette
partie-là, je voulais que Renaud nous parle des prix Teddy qui sont remis chaque année par la Fédération canadienne des contribuables, qui sont... c'est quoi exactement le but général de tout ça? C'est comme pour les pires flops. En fait, vous dites sur le site, ça récompense les pires gaspillages gouvernementaux. Exactement. Ceux qui ont vraiment qui ont remporté la palme, pas nécessairement pour le montant, mais vraiment pour la dépense la plus idiote qu'il n'y a pas. Écoute, y avait-tu le jus d'orange de Bevoda à l'époque, par exemple, là-dedans? Je sais pas si le jus d'orange de Bevoda était là à l'époque. C'est quand même pas mal de temps avant mon temps. Puis on a eu bien des nominés. Il y a eu bien des dépenses. C'est ça que j'aime, c'est que vous avez quand même une longue série de nominés sur le site. Là. Moi, celle qui concerne le Québec, je la trouve particulièrement savoureuse. Lauréat du prix Teddy provincial, le gouvernement du Québec, la Société des traversiers du Québec. Ouais. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de mémoire, là, mais sinon, je peux là, le petit texte, c'est incroyable. C'était pour le FA Gauthier, en fait. Oui, exact. En fait, non, c'était aussi pour avoir acheté... en fait, ils ont acheté 3 bateaux différents. Pour avoir remplacé le FA Gauthier, qui avait des problèmes parce qu'il n'y avait pas eu d'inspection, par un nouveau bateau qui a été acheté sans faire d'inspection, qui a ensuite été scrappé après à peu près... Je ne sais même pas s'il a réussi à faire un mois en service. S'il a fait un mois en service, on parle de genre... La différence entre 27 ou 35 jours, là, mais qu'on a acheté à 4 millions, pour ensuite acheter un autre bateau qui a eu des problèmes pendant qu'il était en train de traverser vers le Québec. Et avoir heurté je ne sais pas combien de quais avec je ne sais pas combien de navires différents sur l'espace de 8 mois. Là. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu à dépenser beaucoup pour refaire les quais. Eux autres, ils étaient solides. Les bateaux, eux autres, par contre, ça, c'est un autre détail.